Je suis Jacques Bordier, je suis le médecin réanimateur, je vous présente ma collègue, Anne Doval, et l'infirmière de garde. Donc, votre fille était assise sur la portière arrière d'un véhicule qui roulait, le corps à l'extérieur de l'habitacle. Son corps a basculé et une autre voiture l'a percuté au niveau de la tête. À l'examen ce matin, son cerveau avait énormément souffert du choc. L'hémorragie consécutive au traumatisme a causé des dégâts irréversibles. Sur place, à l'arrivée des secours, déjà, elle présentait un coma grave nécessitant des manœuvres de réanimation. Les médecins du SAMU ont mis en œuvre une ventilation artificielle car elle ne pouvait pas respirer seule. Et malgré ce traitement, pour protéger son cerveau et la chirurgie effectuée à son admission, elle n'a pas montré de signe d'éveil. Vous l'avez constaté vous-même, elle ne réagit plus. Le cerveau n'est plus irrigué. Et malheureusement, ce matin, elle est en état de mort cérébrale. Je comprends pas. Ce matin, on était avec elle, elle est rose, on dirait qu'elle dort. Elle respire pas. Je vois sa poitrine se soulever, son cœur bat. Vous avez tout essayé? Le choc direct qu'elle a reçu à la tête a provoqué une hémorragie et un gonflement du cerveau, qui ont provoqué le coma. Elle vit alors? Pour éviter que le cerveau ne souffre davantage, on a fait appel à un neurochirurgien qui a effectué une ablation d'une partie de l'os de la boîte crânienne, pour laisser la place au cerveau, au gonflement du cerveau. On appelle ça un volet crânien. Son état neurologique, qui était déjà très grave à l'arrivée, ne s'est pas amélioré. Le cerveau de votre fille est détruit de manière irréversible. Elle est décédée. Tout ce que vous voyez, la respiration, l'apport d'oxygène, tout cela est totalement artificiel. Vous voulez dire qu'elle est morte? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle ne réagit plus. Elle a perdu tous les réflexes de la commande centrale du cerveau. Quand on effectue le test de débranchement, elle ne respire pas. Nous avons effectué un angioscanner cérébral qui confirme l'arrêt circulatoire total du cerveau. Nous devons remplir les formulaires de décès. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si elle est morte, qui prend la décision de tout arrêter là? Il n'y a pas de décision à prendre, monsieur. Il ne reste qu'à stopper ce qui est artificiel. Dans cette situation exceptionnelle, où le cerveau est détruit et où les autres organes sont encore perfusés et oxygénés, se pose la question du don d'organes pour la greffe. Non, pas question, vous toucherez pas à ma fille, hein. Est-ce que c'est une discussion que vous avez avec votre fille? Nous savons très bien que cette situation est intenable pour vous. Tout cela est très brutal et violent. Asseyez-vous, je vous en prie. La question du don d'organes pour des patients en attente de greffe se pose en cas de mort cérébrale. Il est très important de savoir si votre fille en avait parlé de son vivant. Est-ce qu'elle s'était exprimée contre clairement? Vous êtes les témoins de ce qu'elle aurait souhaité. Elle pourrait aider, sauver des patients en attente de greffe. Il faut que vous sachiez que rien de l'acte du don ne sera visible pour la famille. On en a parlé. Oui? En classe. Oui. Il n'y a pas longtemps. Elle était pour. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Ne l'écoutez pas, hein. Elle était comme ça. Toujours à penser aux autres, à vouloir aider. Non, pas question. Écoutez, prenez votre temps. Je pense que vous devez retourner la voir pour lui dire au revoir. Discuter entre vous, vous retrouver et nous apporter le témoignage de ce que votre fille souhaitait. C'est pas possible. Alors, la mort cérébrale, c'est un patient qui est hospitalisé en secteur de réanimation suite à un coma grave. Donc, un coma grave peut être provoqué par des lésions cérébrales aiguës, telles que l'accident vasculaire cérébral, le traumatisme crânien, ce qui était le cas dans la petite scénette, ou le manque d'apport d'oxygène.
Donc ce patient qui est en coma grave va être pris en charge par l'équipe de réanimation. On va instaurer des manœuvres de support, que ce soit au niveau respiratoire ou au niveau de la circulation, pour protéger justement le cerveau de la survenue de lésions irréversibles, voire de la mort cérébrale. Le diagnostic de mort cérébrale est un diagnostic clinique. C'est un examen minutieux, rigoureux, qui est effectué par le médecin réanimateur, qui ne se fait pas dans l'instantané, ce n'est pas un instant T. Ça se fait sur une observation de 4 à 6 heures, où le tableau neurologique grave de mort cérébrale, d'arrêt des fonctions cérébrales, est établi sans qu'il soit modifié. La grosse difficulté, c'est que cette mort n'est pas visible pour les proches. C'est l'œil de l'expert médical qui va permettre d'élaborer ce diagnostic-là. Donc tous les signes physiques communs de la mort, comme la rigidité, le changement de couleur, le froid, ne sont pas présents dans cette situation-là. Ce qui explique la réaction du père qui remet en question la parole médicale en disant « mais elle respire, elle est rose ». Non, c'est parce que les supports de réanimation ont été mis en place pour sauver et protéger le cerveau que l'oxygénation et la perfusion des organes continuent à se faire, mais malheureusement, de manière inexorable, malgré la prise en charge et malgré tous les traitements mis en place, on se retrouve face au constat de mort cérébrale. Donc la mort cérébrale, c'est la destruction irréversible du cerveau. La question du don n'interviendra qu'à partir du moment où les proches auront intégré la réalité de la mort. Donc on ne leur demande pas de l'accepter, hein, parce que c'est difficile pour un parent d'accepter la perte de son enfant, mais bien d'intégrer cette réalité-là. Dans la majorité des cas, ce qui n'a pas été le cas dans la scénette, on essaye de découpler l'annonce de mort et la question du don, pour laisser le temps aux proches de se recueillir auprès de leur défunt et de lui dire au revoir. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on a fait le constat de mort cérébrale, muni des papiers de décès, ce qu'on va faire, c'est lever une opposition éventuelle, exprimée ou rédigée par le défunt de son vivant, soit auprès de ses proches, soit en s'inscrivant au registre national des refus. Si la personne n'est pas inscrite, on va interroger les proches qui seront les témoins des convictions du donneur. Donc tout se fait dans le respect de la volonté du défunt. Ce qui peut paraître violent et ce qui explique la réaction du père au moment où la question du don est évoquée, c'est-à-dire cette réaction qui dit « vous ne toucherez pas à ma fille », c'est que l'acte du don est un acte chirurgical, donc c'est une atteinte pour les proches au corps. Et cette représentation, après l'annonce du décès, peut être extrêmement violente. Donc on est là, nous, pour les informer, les accompagner. Donc ça, c'est un moteur permanent pour tous ceux qui prennent en charge le donneur. C'est le respect du donneur, de sa personne, de son corps et de sa volonté. En France, la loi présume le consentement du défunt au don d'organes. Tout le monde est donneur d'organes par défaut dès lors qu'on n'est pas inscrit sur le registre national des refus. Ce registre répertorie toutes les personnes qui ont souhaité, de leur vivant, laisser une trace de leur opposition à tout prélèvement d'organes ou de tissus après leur décès. Sa consultation, il faut le savoir, est systématique et obligatoire à partir du moment où la personne décède dans des conditions compatibles avec un prélèvement d'organes. Alors, également, dans notre projection, nous sommes en présence d'une mineure. Jusqu'à 18 ans, ce sont les parents, en tant que titulaires de l'autorité parentale, qui doivent autoriser ou non ce prélèvement d'organes ou de tissus. Sauf si cet enfant, ce mineur, à partir de l'âge de 13 ans, a la possibilité de s'inscrire sur le registre des refus, ou encore s'il a manifesté sa volonté auprès de l'un de ses camarades, auprès de son entourage, parce qu'à partir de ce moment-là, il faudrait suivre ses souhaits. Alors cette seconde hypothèse semble bien s'adapter à notre cas,
puisqu'à l'occasion de la première entrevue avec l'équipe médicale, le camarade de classe, qui est certainement son petit ami, a manifesté la volonté qu'elle avait exprimée à l'occasion d'un cours où elle était favorable pour ce don d'organes. La mère, quant à elle, en état de sidération, semble être également favorable à ce don. Seul le père s'y oppose fermement. À ce stade, on peut légitimement penser que ce dialogue sera repris ultérieurement. On va laisser un temps de réflexion à la famille, et ce, malgré le contexte d'urgence médicale qui existe. Alors n'oublions pas qu'ici, il s'agit du premier échange entre la famille et l'équipe. L'équipe donc, de coordination demande l'avis de la famille, sachant qu'on vient juste d'annoncer le décès. Le médecin réanimateur vient juste de leur annoncer le décès brutal de leur fille. Sans nul doute, il y aura un deuxième entretien avec l'équipe. Et pour ce faire, il faut à tout prix que la qualité du dialogue est un élément essentiel de cette phase, dans la mesure où elle va participer à cette chaîne de solidarité que constitue le don d'organes. Plusieurs points seront précisés par l'équipe, d'ailleurs certains l'ont déjà été, notamment à propos du prélèvement d'organes, bien expliquer que cela se déroule dans un bloc opératoire où on prendra soin du corps de cette jeune fille, tout comme pour les personnes vivantes. Ensuite, il faut les rassurer sur la restauration du corps, sur la dignité de ce corps et la protection qu'on donne au corps humain au-delà de la mort. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Ce corps sera restauré. Aucun frais ne sera occasionné pour la famille, dans la mesure où nous avons ce fameux principe de gratuité du don. Également, on pourra proposer aux parents, à la famille du donneur, d'être informés sur les succès de ces différents prélèvements chez les receveurs. Là aussi, on maintiendra ce fameux principe d'anonymat entre les familles. Donc, tout ceci se passera par l'intermédiaire de l'équipe, sans nom dévoilé, bien entendu. Et enfin, l'équipe peut témoigner de l'approche des différentes religions monothéistes, les principales, donc judaïsme, christianisme ou encore l'islam, où tous sont favorables à ce don dans la mesure où une vie humaine est sauvée. Selon l'équipe médicale, il faudra à tout prix qu'elle témoigne de leur bienveillance, de la qualité de leur écoute, de leur accueil, pour favoriser ce don. C'est essentiel, notamment dans un contexte de pénurie que nous connaissons en France aujourd'hui sur les dons d'organes. D'ailleurs, en octobre 2015, de nouvelles recommandations de bonnes pratiques sont parues pour les prélèvements d'organes à finalité thérapeutique sur personnes majeures, ce qui ne nous concerne pas directement, mais qui vont œuvrer pour favoriser ce don dans la mesure où les familles ne seront plus consultés, mais seront informés de ce prélèvement. Espérons juste que la qualité de la relation humaine soit préservée, car le don d'organes doit rester un geste de solidarité. La situation en France, en tout cas, c'est que le prélèvement, il peut être pratiqué à partir du moment où la personne n'a pas fait connaître son refus de son vivant. Donc on fonctionne sur un consentement présumé, ou ce qu'on appelle le système de l'absence d'opposition. Et l'idée, c'est que finalement, il y a un présupposé humaniste de solidarité collective, et la vertu de ça serait, en tout cas une des vertus, ça serait que ça permettrait finalement de soulager les proches qui du coup n'auraient pas au fond à s'impliquer dans les décisions difficiles puisque la loi permettrait de décider. Et en tout cas d'un point de vue conceptuel, ça revient à aborder le corps comme un bien qui appartient à la collectivité et qui est finalement au service des personnes malades. Alors, le CCNA avait rendu un avis en 2011 sur le don d'organes et eux insistaient sur le fait que
peut-être qu'il y aurait eu là une voie moyenne à trouver, dans la mesure où ça serait peut-être intéressant de privilégier un consentement explicite. Alors la question, en fait, pour le philosophe, dans toutes ces questions-là, on voit bien, c'est qui est-ce qui est dépositaire du corps? Est-ce que c'est la personne? Donc à ce moment-là, finalement, c'était son avis, quand elle était encore capable de l'exprimer, qui compterait? Ou est-ce que c'est la famille? Ou est-ce que finalement c'est la société qui est dépositaire du corps? Mais finalement, ce qu'on voit, en tout cas pour un philosophe, le problème à ce moment-là, c'est qu'on considère le corps uniquement comme un bien, comme une chose, quoi, en tout cas uniquement dans sa dimension naturelle. Et donc, à partir du moment où on prête attention à la dimension symbolique du corps, on comprend bien que finalement la problématique du don, elle ne se résume pas aux relations en fait, entre un donneur et un receveur qui échangerait un bien. Elle implique justement toute la famille, et donc ça conduit à prêter attention justement à cette dimension relationnelle qui est importante si on veut comprendre les enjeux éthiques qui sont à l'œuvre dans les problématiques de don d'organes. Asseyez-vous. Merci. On voudrait un DVD de l'échographie pour montrer à la famille. Vous êtes au 5e mois de grossesse. Oui. Après cet examen morphologique, j'ai constaté de manière certaine une anomalie chez votre bébé. Une anomalie? Mais laquelle? Chez votre enfant, qui par ailleurs va très bien, il y a une absence de main gauche. Quoi? Je sais que c'est très dur ce que je vous annonce, mais c'est la réalité. Non mais c'est pas possible. Non mais vous vous trompez, c'est sûr. C'est la réalité, j'en suis certaine. Je suis formelle. Je comprends ce que vous ressentez. Non. Non, c'est pas vrai là, vous pouvez pas comprendre là. Vous vous rendez compte? Elle se rend pas compte, on ne peut pas dire des choses comme ça là. On va ailleurs. Vous plantez complètement, c'est sûr. Personne n'a jamais eu ça dans la famille. Je vous prie de m'écouter quelques instants. Si nous faisons des échographies, c'est bien pour identifier des malformations. Celle de votre bébé est rare. Il faut qu'on vous explique ce que c'est. Le fait qu'elle n'est pas associée à d'autres anomalies. Et que malgré cela, les enfants ont un avenir. Arrêtez avec le mot enfant là. C'est plus notre enfant, c'est plus notre bébé. C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas vrai? Oui. Je souhaiterais vous revoir très rapidement tous les deux, pour en rediscuter. Et prendre des rendez-vous avec des spécialistes. Je peux vous revoir demain. Non, mais je crois que vous avez pas bien compris, là. On n'en veut pas. D'accord? On n'en veut plus. C'est notre bébé, c'est pas le vôtre. Il n'y a pas à discuter. On est les parents, on a des droits, d'accord? Je veux avorter. Si on s'en était rendu compte le premier trimestre, on aurait fait une IVG et personne n'aurait discuté pendant des heures, d'accord? Donc oui, c'est un peu tard. Mais vous allez nous organiser ça très rapidement. C'est pas possible, cette situation-là. Je comprends votre douleur. Le chagrin lié à cette annonce. J'entends votre demande. Mais les choses ne peuvent pas se passer comme vous le dites. Et pourquoi? Vous êtes contre l'interruption? C'est ça? C'est rien pour vous, une main en moins? Un gamin que tout le monde va regarder, qui va être handicapé toute sa vie? Et si c'était le vôtre, hein? Je répète que les choses ne peuvent pas se passer comme vous le dites. Vous n'avez pas tous les droits sur votre enfant à ce stade de la grossesse. C'est la loi en France. Une interruption de grossesse doit être expertisée par un centre de diagnostic prénatal agréé pour cela. Une expertise? Mais c'est notre enfant, pas celui des experts, mais je rêve ou quoi, là? Ce centre va vous recevoir, entendre votre demande d'interruption. Mais ils vous parleront aussi, au travers de leur expérience de ces malformations, des potentialités de votre enfant. Mais vous allez nous forcer à le garder, c'est ça? Ils vous diront la réalité de cette anomalie. Ils vous diront que anomalie ne signifie pas handicap, dans tous les cas. Et entre ces deux termes, il y a une grande différence. Nous avons l'exemple de beaucoup de familles. L'avenir des enfants et le regard qu'on porte sur eux dépend beaucoup des parents.
Vous êtes dans la phase la plus dure qui est celle de l'annonce de la malformation. Vous êtes choqué par ce que je viens de vous annoncer. La solution qui semble se présenter à vous, c'est de supprimer la grossesse pour diminuer votre douleur. Cette phase peut durer de quelques jours à quelques semaines. Bon, écoutez, arrêtez avec votre psychologie de supermarché. On n'en veut pas. D'accord? Donc, on va faire une demande d'interruption de grossesse. Je crains fort qu'elle soit refusée comme elle l'est constamment dans ce type d'anomalie. La loi française sur l'interruption médicale de grossesse n'autorise cela que dans les cas de malformation incurable ou de malformation d'une particulière gravité. Et cette anomalie-là, elle n'est pas incurable par hasard? Ça repousse une main en moins. Je suis d'accord avec vous, mais clairement, doit-on arrêter la vie au prétexte de la main en moins de votre bébé? Alors qu'il va par ailleurs très bien? Qu'il est en bonne santé? Le centre de diagnostic prénatal jugera que ce n'est pas d'une particulière gravité. Je crois que vous avez besoin de temps pour vous remettre de cette annonce. Il faut que vous rencontriez des orthopédistes pédiatriques. Et si vous le souhaitez, des familles avec des enfants qui ont la même malformation. Cela peut être fait très rapidement pour éviter toutes les fausses idées. Laisse tomber, regarde. Sur ce site-là, il y a des possibilités d'avorter à l'étranger si on nous refuse ici. Vous avez vu là les photos de ces malformations, non? Putain, qu'est-ce qui nous arrive? Et vous nous refusez l'avortement? Je vais transmettre votre demande au centre de diagnostic prénatal de la région. Je vous propose, si vous le souhaitez, de rencontrer une psychologue pour un soutien émotionnel durant les jours qui vont suivre. Lorsqu'on annonce ce type de malformation, les parents sont sidérés. Ils imaginent plus pouvoir vivre avec l'enfant qui est différent. Ils imaginent qu'ils vont supprimer leur douleur en supprimant l'enfant. Et c'est là qu'émerge l'idée de l'interruption médicale de grossesse. Et on sait bien que cette phase d'annonce est à respecter. Elle va durer un certain nombre de jours et il faut travailler avec les parents dans ce temps-là. Il ne faut pas les abandonner, il faut les accompagner. Il faut donner de la valeur à leur enfant. Il ne faut pas le réduire à la simple anatomie qu'il a, cet enfant, à cette simple malformation, qui pour les parents représente trop, beaucoup. Et puis leur dire aussi que cet enfant a une place importante, que pour nous il en a. Nous sommes des soignants. Nous ne sommes pas là pour arrêter la vie sur des motifs simplement anatomiques. Et ce qui est important, c'est que pour les parents, on puisse les accompagner et rendre de la dignité à cet enfant. Il faut les sortir de leur image échographique. Il faut leur montrer que cet enfant peut avoir une vie complète, intelligente, riche en émotions, que cet enfant pourra inventer sa vie au-delà de la simple anatomie différente qu'il a des autres. Ce que les parents peuvent ne pas entendre sur le coup, et ce que je comprends très très bien. C'est le propre de l'annonce des malformations. Et les réactions sont importantes, on le voit dans le film, les parents ont une réaction violente, brutale, qu'on connaît bien. On va les accompagner, et on va aussi leur dire que la loi française donne à cet enfant un droit d'exister et que les parents n'ont pas tous les droits sur leur enfant. Ils imaginent qu'ils peuvent faire comme dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse, décider pour leur enfant. Mais nous sommes sur un stade tardif de la grossesse, au-delà du délai légal de l'IVG par exemple. On est bien au-delà de 14 semaines d'absence de règles. Et donc s'ils font une demande d'interruption de grossesse, ils devraient passer par un centre de diagnostic prénatal qui expertise ces demandes. Il est certain, quasi certain, qu'un centre de diagnostic prénatal va refuser d'interrompre la vie au motif de cette malformation, parce qu'elle ne correspond pas aux critères de la loi. Et le plus dur va être d'amener les parents à faire cette démarche
de rencontrer les médecins dans le centre de diagnostic prénatal, que nous les écoutions complètement, que nous entendions leurs demandes, que nous ne les jugions pas à travers cette demande, que nous l'entendions, leur dire qu'on va réfléchir sur cette situation qui les accable et qu'on se tient prêt à les aider. On va leur faire rencontrer pour cela des spécialistes de cette anomalie, par exemple des chirurgiens pédiatriques, des orthopédistes pédiatriques, et qui vont leur expliquer ce que est précisément cette malformation. Les parents seront certainement allés voir sur Internet ce que c'est. Ils auront vu tout et son contraire. Ils seront tombés sans doute sur des forums pas très bien faits, et ils seront tombés sur parfois des sites mieux faits, mais on ne le sait pas à l'avance. L'idée, c'est qu'ils voient les spécialistes de la maladie, de l'affection, de l'anatomie, pour être dans le cas précis du scénario, et qu'ils puissent réinvestir leur enfant. C'est ce qui me paraît le plus important. Alors le rejet à l'étranger serait une sorte d'échec pour nous, mais il n'est pas à exclure, parce que la violence des réactions parentales a déjà fait faire ce genre de choses. C'est-à-dire que la législation française est ce qu'elle est, mais dans d'autres pays, il est permis d'interrompre des grossesses sans expertise médicale plus tard. Et on a un certain nombre de parents qui se dirigent d'emblée vers ces centres à l'étranger. Les parents ont effectivement la possibilité de garder leur grossesse. C'est ce qui se passe assez souvent d'ailleurs, après cette phase d'annonce. Le fait de se sentir entouré, le fait qu'on les appelle, le fait qu'ils voient rapidement les personnes les plus compétentes sur la malformation, leur montre qu'on tient à cet enfant, leur montre qu'on peut donner à ses parents une image différente de ce qu'ils imaginent pour leur enfant. On peut leur faire rencontrer des parents qui ont eu des enfants dans ce cadre-là. Et souvent, ils s'aperçoivent que l'idée qui les envahissait n'est pas tout à fait exacte. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer d'agir, en mettant autour d'eux, très rapidement, et là il y a vraiment une urgence émotionnelle à le faire, toutes les possibilités pour leur donner une vision exacte de ce qu'a leur enfant. Jusqu'en 1975, il n'y a que la sauvegarde de la santé de la femme qui va apparaître comme un fait dépénalisant, ce qui est alors un délit d'avortement. Il faudra attendre la loi du 17 janvier 1975 pour que l'on voit apparaître le cadre actuel des interruptions de grossesse. D'une part, avec l'admission d'un recours à l'interruption volontaire de grossesse, qui n'est pas conditionné au fond, mais qui est limité à un délai de 12 semaines. À côté de cela, on a un élargissement de ce qui était originellement l'interruption thérapeutique de grossesse, qui va devenir une interruption médicale de grossesse, qui à l'inverse n'est pas conditionnée dans le temps, mais qui va être conditionnée à des critères qui sont extrêmement précis, qui sont posés par l'article 2213.1 du Code de la santé publique. Ces critères, quels sont-ils? D'abord, une condition relative à la santé de la femme. Il faut que la grossesse la mette en situation de péril grave. Quel péril grave? Un péril physique. Mais cela peut être aussi un péril psychologique, une souffrance, une détresse, une atteinte particulière à son état. À côté de cela, le second critère posé est celui de conditions relatives à l'enfant à naître. Il faut qu'il y ait une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection grave, d'une particulière gravité, précisément, qui sera reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Si je laisse de côté le critère de la santé de la femme, qui ne nous concerne pas véritablement dans ce cas-là, il faut en revanche que l'on s'attache à l'examen des conditions tenant au fœtus. Que signifie la notion d'affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic? La loi ne précise pas. Il faut donc aller rechercher ailleurs. La jurisprudence, elle aussi, est finalement peu loquace, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la juridiction la plus compétente en la matière, considère que les critères posés par la loi française ne font pas obstacle au principe de protection de la vie posé par l'article 2 de la Convention. A l'inverse, elle va même considérer que certains États
qui n'autorisent pas cette faculté sont en opposition avec les principes posés par la Convention. Ainsi a-t-elle pu condamner en 2007 la Pologne qui n'offrait pas cette possibilité. Les critères n'étant donc pas posés par la loi, n'étant pas précisés par la jurisprudence, il va falloir les examiner dans le langage courant. D'abord, la notion d'affection. Le critère d'affection est plus large que celui de la maladie. La gravité. La gravité ne veut pas dire grand-chose en soi. Il y aura donc une évaluation qui sera faite. La question que l'on peut soulever, et que le cas met bien en évidence, sera celle du fait qu'il peut éventuellement être réparable, ce qui laisse évidemment planer des interrogations. Au-delà des critères, la question qui se pose sera celle de l'évaluation. Comment va-t-on évaluer les conditions? Les éléments sont soumis à une évaluation consultative qui est faite par une équipe pluridisciplinaire, à la suite de quoi 2 médecins, membres de cette équipe, délivreront une attestation afin de constater qu'il y a soit un péril pour la santé de la femme, soit alors qu'il y a bien une affection d'une particulière gravité pour le fœtus. C'est cette attestation qui va conditionner la possibilité de réaliser l'intervention, laissant alors à la parturiente le choix, dans un délai raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à moins d'1 semaine, soit de poursuivre la grossesse, soit de l'interrompre. C'est ainsi qu'est posé le premier cadre. La deuxième question que soulève ce cas va porter sur le problème du recours à la loi étrangère. Le conjoint évoque la possibilité de recourir à une interruption de grossesse plus tardive à l'étranger. C'est une hypothèse bien connue par le droit français, que l'on appelle quelquefois le tourisme juridique, qui serait ici appliqué au droit médical. C'est tout le problème dit de l'extranéité en droit international privé. Ce couple peut légitimement recourir à d'autres législations plus souples, en allant par exemple en Grande-Bretagne, où l'interruption volontaire de grossesse peut être réalisée jusqu'à 24 semaines, peut également aller en Espagne, où il le sera jusqu'à 22 semaines si l'on constate une malformation sur le fœtus, ou aux Pays-Bas, où elle pourra avoir lieu jusqu'à 22 semaines, si je n'évoque que nos voisins les plus immédiats. Ce mécanisme est un mécanisme que connaît bien le droit et que le droit sanctionne, car il va considérer qu'il s'agit d'un contournement, donc ce que l'on appelle une fraude à la loi française. La sanction traditionnellement posée par le droit français est l'absence d'effet du mécanisme obtenu à l'étranger dans le droit français. Ce cas montre donc tout à la fois le cadre rigide du droit, mais aussi la difficulté d'avoir systématiquement une réponse juridique qui peut être donnée, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Dans le cas de l'interruption médicale de grossesse, c'est vrai que par rapport à ces gens qui souhaitent un enfant parfait, on a envie de condamner, ou en tout cas d'être capable de défendre rationnellement l'interdiction de pouvoir avorter dans ce genre de cas. Mais finalement, ce qui intéresse les philosophes, c'est d'essayer de défendre rationnellement cette position. Quel argument on pourrait faire valoir, justement, et opposer à ces gens qui souhaitent avorter parce que l'enfant n'est pas parfait. Alors, il y aurait une première position qui serait de dire, finalement, il y a un certain respect qui est dû au fœtus, et donc on ne peut pas le traiter comme une simple chose. Mais en fait, si on s'intéresse aux arguments qui sous-tendent cette position, finalement, ce sont des arguments qui sont basés sur un paradigme biologique. Ça serait l'idée, au fond, qu'à partir du moment où il y a 2 cellules humaines et un génome humain, ça implique finalement qu'une personne est déjà présente. Alors justement, face à cela, il y a une autre position et des auteurs qui ont défendu l'idée, dans une inspiration kantienne en fait, qu'une personne, c'est pas du tout un génome,
la personne, elle devient personne et donc elle peut revendiquer un respect qu'on lui devrait à partir du moment où elle est capable d'exercer son autonomie et sa raison en fait. Or, évidemment, quand on fait que 2 cellules ou même quelques cellules et quand on est un embryon, eh bien, on ne peut pas exercer sa raison. Parce que exercer sa raison et donc finalement devenir une personne, ça s'apprend. On devient une personne, on ne l'est pas au départ. Et ça a amené certains philosophes, notamment dans le monde anglo-saxon, à adopter des positions très libérales en disant que finalement, bien, le respect dû aux personnes, il ne peut s'exercer que vis-à-vis des personnes qui sont capables d'exercer leur raison. Et donc l'idée, c'était que justement, des fœtus, des embryons ne sont pas des personnes démentes non plus ne sont pas des personnes. Par exemple, c'était la position défendue par Engelhardt, qui a été très très médiatisée, en tout cas dans le monde de la bioéthique, dans les années 80. Alors, on voit bien que c'est une position un petit peu excessive, mais en même temps, d'un point de vue rationnel, eh bien, elle est assez défendable. Alors, malgré ça, comme quand même elle est assez choquante, d'autres ont essayé de trouver une voie médiane entre ces 2 positions et ont proposé la notion de personne humaine potentielle. Donc en fait, l'embryon puis le fœtus, ce ne serait peut-être pas encore des personnes, mais ça serait des personnes humaines potentielles, et c'est à ce titre-là eh bien, qu'on leur devrait un certain respect. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit bien qu'il n'y a pas d'argument rationnel décisif, en fait, pour empêcher une femme d'avorter quand elle le souhaite. Alors, comme on est pris finalement dans des apories qui sont sans fin, eh bien, d'autres versions de la bioéthique plus récentes, qui se sont construites autour de relectures d'Aristote, eh bien, on fait valoir en fait que finalement, une action juste, pour qu'une action soit juste, eh bien, il faut que l'agent qui commette cette action ait réalisé cette action dans une certaine disposition d'esprit. Et du coup, ça conduit à dire, bon, finalement, c'est difficile de savoir s'il est éthique ou pas, d'avorter ou pas dans ce cas-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la décision, quelle qu'elle soit, elle doit être prise au terme d'une délibération qui implique une réflexion sur les raisons pour lesquelles on veut avorter, etc. Or, par contre, dans ce cas-là, eh bien, cette délibération, elle est inexistante, puisque la décision, elle est prise quasiment immédiatement, et que, justement, l'agent moral, en attendant le couple, ici, eh bien, prend sa décision dans un état d'esprit qui n'est pas celui d'une réflexion éthique. Et au fond, d'un point de vue éthique, dans ce genre de cas, eh bien, c'est plus là-dessus qu'on pourrait critiquer les choses plutôt que sur la décision elle-même et sur les arguments en faveur d'une décision ou d'une autre, parce que les arguments ne sont jamais décisifs, justement.